moderne, la monnaie fiduciaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, fiduciaire, ça repose sur le latin fiduciare, qui veut dire confiance. Donc, c'est une monnaie qui repose sur la confiance. Pourquoi introduit-on la confiance dans les histoires monétaires? Eh bien, parce que sur votre billet de banque, qui est un exemple de monnaie fiduciaire, vous avez une valeur faciale. Il est écrit 10 €. Et que tout le monde, tous les possesseurs de ce billet, ont la croyance que ce billet vaut 10 €. Ça veut dire qu'il leur donne l'équivalent à une marchandise de 10 €. Et nous avons raison de croire ça, puisque dans les faits, nous pouvons acheter 10 € de marchandises avec notre billet. Simplement, cette valeur faciale, elle ne correspond pas à la valeur intrinsèque du billet. C'est-à-dire, quelle est la valeur d'un billet? C'est son coût. C'est le coût du papier, c'est le coût de l'impression, et que la valeur d'un billet, c'est quelques centimes d'euros. Mais nous ne croyons pas que le billet vaut quelques centimes d'euros, puisque l'État qui l'émet nous garantit qu'il vaut ce qui est écrit dessus, 10 €. Entre parenthèses, des fois il nous le garantit, des fois c'est pas vrai, parce qu'il y a tellement d'inflation qu'en vérité, le billet ne vaut plus 10 € parce que les prix ont tellement augmenté que ce que l'on payait 10 € avant, on va le payer 20 maintenant. Donc en fait, le billet, c'est comme s'il valait plus que 5 €. Mais hormis ces cas d'inflation, eh bien, effectivement, c'est la puissance émettrice, l'État généralement, qui garantit la valeur de la monnaie, et donc nous croyons que ce billet vaut 10 €. Nous avons donc confiance dans l'autorité monétaire qui nous affirme la valeur faciale du billet de banque. Voilà pourquoi cela repose sur la confiance. Alors c'est le cas, je parle des billets de banque évidemment, mais c'est aussi le cas des pièces de monnaie, en tous les cas de nos pièces de monnaie à nous, en métal vulgaire. Il est hors de question que notre pièce de 1 centime d'euro coûte plus d'1 centime d'euro. Donc ça, vous voyez à peu près le coût d'une pièce de monnaie. C'est donc extrêmement faible. Donc, les pièces de monnaie sont aussi de la monnaie fiduciaire parce que la quantité de métal qu'il y a dedans et le coût de la fabrication, eh bien, ne représentent absolument pas la valeur faciale de la pièce. Alors, le billet de banque, lui aussi a une histoire un peu compliquée, il remonte à très très loin. Et en gros, on peut dire qu'il a une histoire en 3 étapes. Alors d'abord, la première apparition du billet, eh bien, c'est un particulier dépose de l'or dans une banque, par exemple, qui correspondait à des banques au Moyen-Âge, puisque ça existe dès la fin du Moyen-Âge. Eh bien, le banquier va lui remettre un papier certifiant son dépôt d'or. Ça va être signé, donc en fait, le banquier signe une reconnaissance de dette, ça donne droit à celui qui porte le papier, eh bien, de récupérer le stock d'or qui est mentionné sur le papier. Et vous comprenez bien que soit effectivement la personne qui détient le papier peut attendre et quand elle a besoin de l'or, elle va le chercher chez le banquier, et donc contre le papier elle récupère son or, soit elle va payer un tiers avec ce papier, et ce tiers ira chercher le stock d'or à la banque. Donc vous comprenez que ce certificat de dépôt, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ce certificat de dépôt, eh bien il sert déjà comme moyen de paiement. C'est-à-dire qu'il a déjà la fonction d'un billet de banque. Donc ça c'est la première forme que l'on ait connue. La deuxième forme, beaucoup plus évoluée, là, les gens détiennent la monnaie sous la forme qu'ils veulent, et notamment sous la forme de billets. Simplement, on leur garantit que quand ils veulent, leurs billets pourront être changés selon une certaine quantité d'or. Donc, à tout moment, le billet est convertible en or. Enfin, et on arrive donc à l'époque moderne, eh bien, le billet de banque devient inconvertible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander au banquier d'échanger son argent, ses euros, contre de l'or. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas intervenir sur un marché financier pour acheter de l'or avec votre argent. Mais il n'y a pas de change garanti
au niveau des institutions bancaires de vos euros en or, bien évidemment. Donc, on dit à ce moment-là que le billet de banque a un cours légal, c'est la loi qui l'impose, hein, on est obligé de le recevoir comme moyen de paiement, il a un cours légal et forcé, c'est-à-dire que on est obligé de le prendre et qu'on n'a pas à attendre de contrepartie particulière. Hein, donc c'est un peu de la confiance arrachée, ce que je suis en train de vous raconter là. Hein. Donc voilà un petit peu les stades de construction du billet de banque. Autre étape de l'histoire monétaire, après la monnaie fiduciaire, eh bien, il va falloir parler de la monnaie scripturale. Alors, la monnaie scripturale, comment peut-on la définir? Eh bien, on la définit par le terme d'écriture, puisque scripturale, c'est la racine d'écriture, et ça se définit finalement, cette monnaie scripturale, comme les signes inscrits sur les comptes des agents économiques, comptes bancaires des agents économiques. C'est quoi ces signes? Eh bien, ce sont des soldes de comptes courants, des soldes de créditeurs, parfois des soldes de débiteurs, mais si vous avez de la monnaie, vous avez un solde de créditeur sur votre banque. Et donc la monnaie, là, c'est juste le chiffre qui est indiqué. Il n'a pas d'autre support, pas d'autre existence, pas d'autre réalité que ce chiffre. Il ne correspond pas à des billets et à des pièces. C'est ce nombre qui représente la quantité de monnaie que vous possédez à un moment donné. Donc, c'est la monnaie qui est issue d'un jeu d'écriture, et c'est la monnaie qui est donc liée, évidemment, intimement au développement de la banque. Alors, quels sont les moyens de paiement? Ce qui ne veut pas dire, donc, si la monnaie fiduciaire, la monnaie scripturale, pardon, n'a pas d'autre matérialité qu'un chiffre sur un compte de banque, eh bien, ça ne veut pas dire qu'elle ne voyage pas à l'aide de supports. Si, pour qu'on puisse l'utiliser, justement, il va falloir qu'on ait des véhicules pour la transporter, cette monnaie. Et c'est quoi ces véhicules? C'est ce qu'on appelle les moyens de paiement. Alors, vous avez des moyens de paiement qui sont relativement classiques, qui s'appellent le prélèvement, le virement, le titre interbancaire de paiement, le TIP, qui sont les moyens, simplement par un jeu d'écriture, de régler une facture, de payer une dette, etc. Et puis, d'autres moyens, le chèque. Le chèque n'est aussi qu'un jeu d'écriture. Je vous rappelle que la loi en France vous permet théoriquement de faire un chèque sur une feuille volante. Vous n'avez pas besoin d'un chéquier officiel de banque. Alors je vous dis en principe, parce que aller présenter ça à un commerçant, à mon avis, il n'acceptera pas votre moyen de paiement. Mais la loi, normalement, l'y oblige, où il y a juste marqué votre nom, vos coordonnées, votre adresse, l'adresse de votre banque, vos numéros de compte bancaire, la somme pour laquelle vous voulez être débité, et votre signature. Et normalement, ça suffit, donc c'est un chèque. Donc, vous comprenez bien que le chèque, en lui-même, n'est qu'un jeu d'écriture. Et c'est ça qui va faire circuler la monnaie. C'est évidemment les cartes bancaires. Alors, j'ai bien dit les cartes bancaires, parce que les cartes de crédit, c'est autre chose. Même si avec la carte de crédit, on peut aussi l'utiliser simplement comme une carte bancaire, mais dès que à la carte bancaire est affectée une réserve de crédit, on change de monde. On n'est plus dans le simple support monétaire. Donc je parle vraiment des cartes de paiement, des cartes bancaires ordinaires, comme on les connaît en France. C'est plus récemment le porte-monnaie électronique, qui est une autre forme de paiement électronique, pour des petites sommes. Je vous rappelle que le porte-monnaie électronique, qui de toute façon a assez peu d'avenir devant lui, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Le porte-monnaie électronique, c'est quoi? C'est une carte bancaire que vous allez recharger dans votre distributeur. Vous allez mettre 20 € dessus, et quand vous allez aller payer votre pain, on va vous débiter directement sur la carte la somme qui correspond à votre pain. Donc c'est pour les micro-paiements, si vous voulez. C'est l'utilisation d'une carte bancaire pour les micro-paiements. Donc ça s'est assez moyennement développé ces dernières années, et on va passer à des choses beaucoup plus innovantes qui, à mon avis, vont être adoptées beaucoup plus rapidement que le porte-monnaie électronique.
Alors c'est le paiement par GSM. Hein, bientôt, nos cartes bancaires seront totalement obsolètes et on pourra faire tous nos paiements à partir de notre téléphone mobile, tout simplement parce qu'on sera connecté aussi à un centre bancaire et on pourra avoir des informations, enfin le commerçant pourra avoir des informations sur notre compte bancaire, ou en tous les cas obtiendra une information pour le paiement une autorisation pour le paiement du client. Hein. Donc ça c'est le paiement de demain. Déjà au Japon c'est extrêmement courant. Hein, c'est plus courant je crois en 2010-2011 c'était plus courant que le paiement par carte bancaire au Japon. Hein, donc ils sont très très en avance là-dessus et ça arrive en Europe et aux États-Unis à grande vitesse. Donc si vous voulez, c'est le porte-monnaie électronique de demain, sauf que là c'est et les petits achats et les gros achats.